Alors pour illustrer bien sûr ce propos passionnant, un tout petit extrait du Sar sur le toit et de l'histoire de cet Angelo dont on vient de parler à l'instant. Le soleil était haut, il faisait très chaud, mais il n'y avait pas de lumière violente. Elle était très blanche et tellement écrasée qu'elle semblait beurrer la terre avec un air épais. Depuis longtemps déjà, Angelo montait à travers la forêt de chênes. Il suivait une petite route couverte d'une épaisse couche de poussière où chaque pas du cheval soulevait une fumée qui ne retombait pas. À travers le sous-bois râpeux et desséché, il pouvait voir à chaque détour que les traces de son passage ne s'effaçaient pas dans les méandres de la route en dessous. Les arbres n'apportaient aucune fraîcheur. La petite feuille dure des chênes réfléchissait au contraire la chaleur et la lumière. L'ombre de la forêt éblouissait et étouffait. Sur les talus brûlés jusqu'à l'os, quelques chardons blancs cliquetaient au passage, comme si la terre métallique frémissait à la ronde sous les sabots du cheval. Il n'y avait que ce petit bruit de vertèbres, très craquant malgré le bruit du pas assourdi par la poussière, et un silence si total que la présence des grands arbres muets devenait presque irréelle. Il n'y avait jamais eu un été semblable dans les collines. D'ailleurs, ce jour-là, cette même chaleur noire commença à déferler en vagues tout de suite très brutales sur le pays du Sud, sur les solitudes du Var où les petits chênes se mirent à crépiter, sur les fermes perdues des plateaux où les citernes furent tout de suite assaillies de vols de pigeons, sur Marseille où les égouts commencèrent à fumer. À Aix, à midi, le silence de sieste était tellement grand que sur les boulevards, les fontaines sonnaient comme dans la nuit. À Riance, il y eut dès 9 heures du matin 2 malades. Un charretier qui eut une attaque juste à l'entrée du bourg, porté dans un cabaret, mis à l'ombre et saigné, il n'avait pas encore repris l'usage de la parole. Et une jeune fille de 20 ans, qui à peu près à la même heure se souilla brusquement debout près de la fontaine où elle venait de boire. Ayant essayé de courir jusque chez elle, qui était à 2 pas, elle tomba comme une masse sur le seuil de sa porte. À l'heure où Angelo dormait sur son cheval, on disait qu'elle était morte. À Draguignan, les collines renvoient la chaleur dans cette cuvette où se tient la ville. Il fut impossible de faire la sieste. Les toutes petites fenêtres des maisons, qui en temps ordinaire permettent aux chambres de rester fraîches, il faisait cette fois tellement chaud qu'on avait envie de les agrandir à coups de pioche pour pouvoir respirer. Tout le monde s'en alla dans les champs. Il n'y a pas de source, pas de fontaine. On mangea des melons et des abricots qui étaient chauds, comme cuits. On se coucha dans l'herbe, à plat ventre. Comme en plein champ, dans les villes et dans les villages, la lumière de cette chaleur était aussi mystérieuse que le brouillard. D'un côté de la rue, elle faisait disparaître les murs des maisons. La réverbération des façades que frappait le soleil était si intense que l'ombre en face éblouissait. Les formes se déformaient dans un air visqueux comme du sirop, les gens marchaient dans une sorte d'ivresse, et leur ivrognerie ne venait pas de leur ventre où gargouillait la chair verte et l'eau des melons hâtivement mâchés, mais de cette imprécision des formes qui déplaçaient les portes, les fenêtres, les loquets, les portières, les rideaux de raffia, modifiaient la hauteur des trottoirs et l'emplacement des pavés, à quoi s'ajoutait que tout le monde marchait les yeux mi-clos, et que, comme pour Angelo, sous les paupières baissées teintées de rouge coquelicot par le soleil, tous les désirs faisaient des images d'eau bouillonnante dans lesquelles on trébuchait. Il y eut de cette façon, dès les premiers jours, beaucoup de malades qui passèrent inaperçus. On ne s'occupa d'eux que lorsqu'ils n'avaient pas la force d'arriver jusqu'à leur maison et qu'ils tombaient dans la rue. Et encore, dans ces cas-là, pas toujours. S'ils tombaient sur le ventre, on pouvait croire qu'ils dormaient. Ce n'est que si, en roulant à terre, ils finissaient par y rester sur le dos, qu'on voyait leur visage noir et qu'on s'inquiétait. Et encore, même dans ces cas-là, pas toujours, car cette chaleur et ces rêves de boire fortifiaient l'égoïsme. Il courut vers une maison. Mais sur le seuil, il fut repoussé par un véritable torrent d'oiseaux qui en sortaient et l'enveloppa d'un froissement d'ailes. Les plumes lui frappèrent le visage. Il était dans une colère folle de ne rien comprendre et d'avoir peur.
C'étaient 3 cadavres dans lesquels le chien et les oiseaux avaient fait beaucoup de dégâts, notamment dans un enfant de quelques mois, écrasé sur la table comme un gros fromage blanc. Les 2 autres, vraisemblablement celui d'une vieille femme et celui d'un homme assez jeune, étaient ridicules avec leurs têtes de pitre fardées de bleu, leurs membres désarticulés, leur ventre bouillonnant de boyaux et de vêtements hachés et pétris. Ils étaient aplatis par terre au milieu d'un grand désordre de casseroles tombées de la batterie de cuisine, de chaises renversées et de cendres éparpillées. Il y avait une sorte d'emphase insupportable dans la façon dont ces 2 cadavres grimaçaient et essayaient d'embrasser la terre dans des bras dont les coudes et les poignets jouaient à contresens sur des charnières pourries. Angelo était moins ému qu'écœuré. Son cœur battait sous sa langue lourde comme du plomb. Enfin, il aperçut un gros corbeau qui, se dissimulant dans le tablier noir de la vieille femme, continuait son repas. Il en fut tellement dégoûté qu'il vomit et il tourna les talons. Dehors, il essaya de courir, mais il flottait et il trébucha. Les oiseaux avaient de nouveau recouvert le cadavre de la jeune femme et ils ne se dérangèrent pas. Angelo marcha vers une autre maison du hameau. Il avait froid, il claquait des dents, il s'efforçait de se tenir très raide, il marchait dans du coton. Il n'entendait que le ronronnement de ses oreilles et les maisons dans l'ardent soleil lui paraissaient très irréelles. Ces maisons sont pleines de morts. Il me semblait bien que vous aviez dû faire le fier à bras, dit un jeune homme rencontré. Vous êtes exactement quelqu'un de ce genre-là. Avez-vous froid aux jambes? Non, je ne crois pas, dit Angelo. Il était de plus en plus décontenancé. Il n'avait pas froid aux jambes, mais il les sentait de nouveau en coton et inconsistantes. On ne croit jamais, dit le jeune homme, jusqu'au moment où on en est sûr. Buvez un bon coup de ça, et allez-y franchement. Il tendit une fiole qu'il avait tirée de sa sacoche. C'était un alcool rude, aromatisé d'herbe à goût très brutal. Et dès la première gorgée, à laquelle il était allé de bon cœur, Angelo perdit la tête et il se serait rué à coups de poing sur le jeune homme s'il n'avait pas eu le souffle coupé. Il se contenta de le regarder, très sauvagement, avec des yeux pleins de larmes. Cependant, après avoir éternué plusieurs fois très violemment, il se sentit réconforté et avec des jambes qui lui appartenaient solidement. En fin de compte, dit-il dès qu'il put parler, allez-vous me dire ce qui se passe? Mais comment, dit le jeune homme, vous ne savez pas? Mais d'où venez-vous? C'est le choléra morbus, mon vieux. C'est le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Allez-y encore une fois, dit-il en tendant la fiole. Et croyez-moi, je suis médecin. Il attendit qu'Angelo ait éternué et pleuré. Je vais y aller un peu, moi aussi, tenez. Et il but. Mais il eut l'air de très bien supporter la chose. Je suis habitué, dit-il. Il y a 3 jours que je ne tiens debout qu'avec ça. Le spectacle des villages par là-bas n'est pas non plus très féerique. Angelo s'aperçut alors que le jeune homme n'en pouvait plus et ne tenait debout que par la force des choses. C'étaient ses yeux qui l'obligeaient à cette ironie. Angelo trouva cela très sympathique. Il avait déjà oublié le souffle glacé des cadavres. Il se disait « Voilà comment il faut être ». Le jeune médecin lui raconta comment le choléra avait éclaté à Sisteron, la ville qui était au bout de la petite vallée, au confluent de ce ruisseau et de la Durance, comment la municipalité et le sous-préfet avaient essayé d'organiser les choses au milieu de l'affolement, comment il avait été alerté par un gendarme à cheval venu dire qu'il s'en passait de belles dans cette vallée du Jabron, qu'il avait été désigné avec plein pouvoir, qu'il était arrivé dans un charnier innommable. Il avait envoyé un petit pâtre de Noyer avec un mot pour réclamer 10 soldats de la garnison et de la chaux vive pour enterrer les morts. Mais allez savoir si ce gosse arrivera même à Sisteron. Il a peut-être déjà crevé sous un genêt avec mon papier dans la poche. Angelo, encore à moitié endormi, essayait instinctivement d'apaiser sa faim en avalant une salive épaisse. Quand il fut tout à fait réveillé par un cri si aigu qu'il laissa comme une trace blonde devant ses yeux. Le cri se répéta. Il venait manifestement d'un endroit sur la droite à 10 mètres environ où le rebord du toit s'arrêtait en bordure de ce qui devait être une place. Angelo sauta le rebord de la galerie et s'avança sur les toits. Il était difficile et dangereux de marcher là-dessus avec des bottes. Mais en embrassant une cheminée, Angelo put se pencher sur le vide. Et là, il ne vit d'abord que des gens en tas. Ils semblaient
piller quelque chose, à la façon des poules sur du grain. Ils piétinaient et sautaient quand le cri jaillit encore plus aigu et plus blond de dessous leurs pieds. C'était un homme qu'on tuait en lui écrasant la tête à coups de talon. Il y avait beaucoup de femmes parmi les gens qui frappaient. Elles rugissaient une sorte de grondement sourd qui venait de la gorge et avait beaucoup de rapport avec la volupté. Elles ne se souciaient ni de leurs jupons qui volaient, ni des cheveux qui leur coulaient sur la figure. Un peu plus tard, quelque chose passa entre les jambes d'Angelo. Ce devait être le chat. Il y avait 23 marches entre le grenier et le troisième, 23 entre le troisième et le second. Angelo était sur la 21e marche, entre le second et le premier, quand, en face de lui, une brusque raie d'or encadra une porte qui s'ouvrit. C'était une très jeune femme. Elle tenait un chandelier à 3 branches à la hauteur d'un petit visage en fer de lance, encadré de lourds cheveux bruns. « Je suis un gentilhomme, dit bêtement Angelo. Il y eut un tout petit instant de silence et elle dit « Je crois que c'est exactement ce qu'il fallait dire. » Elle tremblait si peu que les 3 flammes de son chandelier étaient raides comme des pointes de fourche. « C'est vrai, dit Angelo. Le plus curieux est qu'en effet, cela semble vrai, dit-elle. Les brigands n'ont pas de chat, dit Angelo, qui avait vu le chat glisser devant lui. Mais qui a des chats, dit-elle. Celui-ci n'est pas à moi, dit Angelo, mais il me suit, parce qu'il a reconnu un homme paisible. Et que fait un homme paisible à cette heure et là où vous êtes? Je suis arrivé dans cette ville il y a 3 ou 4 jours, dit Angelo. J'ai failli être écharpé comme empoisonneur de fontaine. Des gens qui avaient de la suite dans les idées m'ont poursuivi dans les rues. En me dissimulant dans une encoignure de porte, une autre porte s'est ouverte et je me suis caché dans la maison. Mais il y avait des cadavres, ou plus exactement, un cadavre. Alors j'ai gagné les toits. Et c'est là-haut au-dessus, que j'ai vécu depuis. Ils quittèrent tous deux la ville. Angelo et la jeune femme marchaient depuis près de 6 heures. Angelo fit le campement au pied du hêtre, où la feuillée morte était épaisse et chaude. Il entrava le mulet qui se mit tout de suite à dormir debout, et puis, bien certain qu'on restait là, se coucha paisiblement sans faire de manière. « Tâchez de dormir, dit Angelo. » Sous les feux tournants de la lune, la forêt se chargeait d'ombre et de mystère, et puis ouvrait dans ses ramures blanches des perspectives où les arbres dépouillés prenaient des poses pathétiques. Saint-Dizier, caché par l'épaulement de la montagne, jetait parfois dans le ciel des lueurs roses. « Avez-vous remarqué, dit la jeune femme, que l'homme qui vient de nous quitter ne s'est jamais approché de nous pendant la marche que nous avons faite avec lui, mais qu'il s'est soigneusement tenu sur le bas-côté de la route ?» Un peu avant la tombée de la nuit, ils arrivèrent au rebord du plateau. Tout était tel que l'avait décrit l'homme à la redingote. La grande route passait à quelques 100 mètres au-dessous d'eux. « Et voilà le petit bois de peuplier, dit Angelo, avec son bouquet de maison et le maître de poste. » Mais elle le regardait d'un air stupide, avant qu'il crie « Qu'avez-vous, Pauline ?» Elle eut comme un reflet de petit sourire encore charmant, et elle tomba, lentement, pliant les genoux, courbant la tête, les bras pendants. Comme il se précipitait à ses côtés, elle ouvrit les yeux et fit manifestement effort pour parler, mais elle dégorgea un petit flot de matière blanche et grumeleuse, semblable à de la pâte de riz. Angelo arracha le bas du mulet, étendit son grand manteau sur l'herbe et y plia la jeune femme. Il essaya de lui faire boire du rhum. La nuque était déjà dure comme du bois et cependant tremblante comme des coups énormes frappés dans les profondeurs. Angelo écouta ces appels étranges auxquels tout le corps de la jeune femme répondait. Il était vide d'idées. Il eut seulement conscience que le soir tombait, qu'il était seul. Il tira alors le corps de la jeune femme plus loin de la route, plus avant dans les buissons. Ce pays où la contagion n'avait pas encore fait de victimes serait prêt à tous les débordements de l'égoïsme dès la première. Il tira les bottes de la jeune femme, les jambes étaient déjà raides, les mollets tremblaient, les muscles tendus faisaient saillie dans la chair. De la bouche qui était restée emplâtrée du dégorgement de riz sortaient de petits gémissements très aigus. Il remarqua que les lèvres se retroussaient sur les dents et que la jeune femme avait une sorte de rire cruel et même carnassier.
Les joues s'étaient creusées et palpitaient. Il se mit à frictionner de toutes ses forces, les pieds glacés. Angelo avait placé de gros galets dans le feu, et quand ils furent très chauds, il les enveloppa dans du linge, et il les plaça près du ventre de la jeune femme. Mais les pieds étaient devenus violets. Il recommença à frictionner, il sentait le froid fuir de ses doigts et monter dans la jambe. Il souleva les jupes. Une main de glace saisit sa main. « J'aime mieux mourir, » dit Pauline. Angelo répondit, il ne savait quoi. Cette voix, bien qu'étrangère, le mit dans une sorte de fureur tendre. Il se débarrassa de la main avec brutalité et arracha les lacets qui nouaient la jupe à la taille. Il déshabilla la jeune femme comme on écorche un lapin, tirant les jupons et un petit pantalon de dentelle. Il frictionna tout de suite les cuisses, mais les sentant chaudes et douces, il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes, aux genoux, qui déjà étaient pris par la glace et bleuissaient. Les pieds étaient blancs comme de la neige. Il découvrit le ventre et le regarda avec attention. Il le toucha des deux mains, partout. Il était souple et chaud, mais parcouru de tressaillements et de crampes. Il le voyait habité de formes bleuâtres qui nageaient et venaient frapper la surface de la peau. Les gémissements de la jeune femme jaillissaient maintenant assez fort et sous le coup de spasmes. C'était une plainte continue, qui ne trahissait pas une très grande douleur, qui accompagnait le travail profond d'une sorte d'état ambigu, qui attendait, espérait même, semblait-il, un paroxysme où le cri alors devenait sauvage et comme délirant. Ces spasmes qui secouaient tout le corps se reproduisaient de minute en minute, faisant craquer et se tendre le ventre et les cuisses de Pauline, chaque coup le laissant exténué entre les mains d'Angelo après chaque attaque. Il ne cessait pas de frictionner, il s'était débarrassé de sa veste, à chaque cri il sentait le froid reprendre avantage, monter le long de la jambe, il s'attaqua tout de suite aux cuisses qui s'ocellaient de taches bleues, il renouvela le petit nid de pierre brûlante autour du ventre. Il s'aperçut brusquement qu'il faisait nuit noire, que le mulet était parti. « Je suis seul, » se dit-il. Malgré sa peur de l'égoïsme, il appela. Sa voix fit un petit bruit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'avait qu'une petite valise pleine de lingerie féminine, son propre porte-manteau, son sabre, ses pistolets. Il pensa un moment à se servir de la poudre. Il ne savait à quel usage, mais il lui semblait qu'il y avait là-dedans une force, n'importe laquelle, qui pouvait s'ajouter à la sienne. Il songea à mélanger cette poudre avec de l'eau-de-vie pour la faire boire à Pauline. Il se disait « C'est pas la première fois que je soigne un colérique, et j'aurais donné ma vie pour le petit Français. Ça ne fait pas de doute. » Il ne savait que frictionner sans arrêt. Ses mains lui en faisaient mal. Il fit des frictions à l'eau-de-vie. Il renouvelait à chaque instant les pierres chaudes. Il tira avec précaution la jeune femme le plus près possible du feu. La nuit était devenue extrêmement noire et silencieuse. « Ce n'est pas la première fois, se dit Angelo, mais ils me sont tous morts dans les mains. » L'absence d'espoir, plus que le désespoir et surtout la fatigue physique le faisaient de plus en plus maintenant tourner les regards vers la nuit. Il n'était pas en quête d'une aide, mais d'un repos. Et Pauline semblait s'éloigner. Il n'osait pas l'interroger. Il s'étonnait, il s'effrayait même un peu du vide de la nuit. Il se demandait comment il avait pu ne pas avoir peur jusqu'ici, et surtout de choses si menaçantes. Il ne cessait cependant de s'activer, à réchauffer sous ses mains ces aines en bordure desquelles le froid et la couleur de marbre étaient toujours au repos. Il avait frictionné avec tant de vigueur, et si longtemps qu'il était rompu de fatigue et entièrement douloureux. Mais après avoir alimenté le feu, il revint à ses cuisses et à ce ventre. Pauline avait commencé à se salir par en bas. Il nettoya soigneusement tout et plaça sous les fesses une alaise faite de lingerie brodée qu'il avait sortie de la petite valise. Il faut lui faire boire du rhum par force, se dit-il. Du bout de son doigt, il dégagea la bouche, où s'étaient embourbés les nouveaux dégorgements de riz au lait. Il s'efforça de desserrer les dents, et il y parvint. La bouche s'ouvrit. L'odeur n'est pas nauséabonde, se dit-il. Non, ça ne sent pas mauvais. Il versa le rhum, peu à peu. La déglutition ne se fit pas tout de suite. Et puis l'alcool disparut comme de l'eau dans du sable. Il porta machinalement le goulot de la bouteille à ses propres lèvres, et il but. S'il pensa dans un éclair qu'il venait à l'instant même de mettre le goulot de la bouteille à la bouche de Pauline, il s'est dit « Et après, qu'est-ce que ça fiche ?» La cyanose semblait avoir pris repos en haut des cuisses. Angelo frictionna énergiquement les plis de laine. Les dévoiements s'étaient arrêtés. La jeune femme respirait faiblement avec des hoquets, et puis par aspiration profonde, comme après un combat qui a fait perdre le souffle.
Son ventre tressaillait encore de souvenirs. Les gémissements s'étaient tus. Elle continuait à dégorger des matières grumeleuses et blanchâtres. Angelo sentit se répandre une effroyable odeur. Il se demanda d'où elle venait. À chaque instant, depuis des heures, il se posait la question. Qu'est-ce que j'ai comme remède? Enfin, il eut toute une série de petites pensées très colorées, de lumières très vives, dont quelques-unes étaient cocasses et risibles et à bout de force. Il reposa sa joue sur ce ventre qui ne tressaillait plus que faiblement. Et il s'endormit. Une douleur à l'œil le réveilla. Il vit rouge, ouvrit les yeux. C'était le jour. Il ne savait pas sur quoi de doux et de chaud sa tête reposait. Il se voyait recouvert jusqu'au menton par les pans de son manteau. Il respira fortement. Une main fraîche toucha sa joue. « C'est moi qui t'ai couvert, dit une voix. Tu avais froid. » Il fut sur pied instantanément. La voix n'était pas tout à fait étrangère. Pauline le regardait avec des yeux presque humains. « J'ai dormi, se dit-il, mais à haute voix et d'un ton lamentable. »« Tu étais à bout de force, dit-elle. » Il posa des questions de façon très abracadabrante et fit 3 ou 4 fois, sans aucune utilité, l'aller et venue entre le bas et le chevet de Pauline, ne sachant ni ce qu'il voulait prendre ni ce qu'il fallait faire. Il eut à la longue l'esprit de tâter le pouls de la malade. Les pulsations étaient assez bien marquées et se succédaient avec une rapidité, somme toute rassurante. « Vous avez été malade, dit-il avec force, et comme s'il avait été nécessaire de trouver une excuse à quelque chose. Vous l'êtes encore, et il ne faut pas bouger. Je suis bien content. » Il vit le ventre et les cuisses nues, son visage s'empourpra. « Mais couvrez-vous bien, dit-il. » Il alla chercher tout son porte-manteau, et il fit à la jeune femme un lit bien bordé, plein de pierres chaudes. Il en passa plusieurs aux pieds, et aussi haut qu'il osa. « Donne-moi la main, dit Pauline. » Il donna sa main ouverte, où la jeune femme mit la sienne. Il était déjà à moitié endormi. Le sommeil lui paraissait être un refuge sûr et paisible. « Mais les pierres chaudes ne sont plus nécessaires, se dit-il. »« Tu as déchiré mes vêtements, dit Pauline au matin. Tu as arraché les attaches de mon jupon et regarde ce que tu as fait de ce très joli pantalon de dentelle. Comment vais-je m'habiller ? » ?»« Je me sens bien. »« Il ne s'agit pas de ça, dit Angelo. Je vais à 10 pas d'ici au petit chemin guetter le passage de quelqu'un à qui je donnerai une commission pour le maître de poste. Notre mulet est parti et j'exige que vous restiez allongé. On va vous transporter en voiture. Nous serons ce soir à Théus. »« Je suis inquiète pour toi, dit-elle. J'ai eu le choléra, ça ne fait pas de doute. Ce ne sont pas les attaches de mon jupon et de mon pantalon qui m'ont meurtri le ventre comme il est. J'ai dû être horrible. Et toi, n'as-tu pas fait d'imprudence ? » ?»« Si, mais dans ces cas-là, la contagion se manifeste tout de suite. Je suis en avance d'une nuit sur la mort, dit Angelo, et elle ne m'attrapera pas. Merci Jacques, merci Claire. Et pour finir, voici quelques extraits des vraies richesses. Après le dîner du soir, nous nous réunissions autour de l'âtre illuminé et nous racontions des histoires. On m'avait tout de suite interrogé, mais j'avais refusé de répondre et je racontais des histoires sur les étoiles, sur les grandes légendes, sur le mélange de l'homme et du monde. Vous m'interrogiez sur la joie, camarades, et vous étiez joyeux. Quoi répondre ? Ce livre ici
et la réponse. Je vous répondais déjà quand je racontais les histoires hindoues des événements arrivés pendant le sommeil de Rama. Le repos de l'armée d'Indra sous les eaux du lac forestier, le barattement de la mer, la victoire de Vishnu sur les Asuras. Je vous répondais quand nous allions nous asseoir en pleine nuit autour du gerbier pour mettre des noms sur les constellations du ciel. Vous m'aviez paru être trop confiant dans votre science. Vous n'aviez pas l'air de savoir que les temps modernes n'ont pas seulement résolu le problème de la désintégration de l'atome, mais qu'ils ont effectué la désintégration des esprits, libérant sans raison des forces spirituelles qui nous étaient nécessaires pour vivre une vie humaine. Les spéculations purement intellectuelles dépouillent l'univers de son manteau sacré. Le monde portait les hommes quand il était revêtu de son inextricable forêt. Alors, générateur de sources et d'ombres, ses alliés encombraient les chemins, la paix et la joie marchaient à notre pas. L'esprit a fait du monde ce désert nu, couvert de dunes de sable penchées de même pente l'une sur l'autre, jusque par-delà les 4 horizons. Avant de vous donner ma vraie réponse, je voulais vous faire comprendre que les hommes ne peuvent pas se passer d'habitation magique. J'ai pris pour titre de mon livre le titre d'un choral de Bach. Jésus, que ma joie demeure. Mais j'ai supprimé le premier mot, le plus important de tout l'appel, le nom de celui qu'on appelle, le seul qui, jusqu'à présent, est compté pour la recherche de la joie. Je l'ai supprimé parce qu'il est un renoncement. Il ne faut renoncer à rien. Il est facile d'acquérir une joie intérieure en se privant de son corps. Je crois plus honnête de rechercher une joie totale en tenant compte de ce corps, puisque nous l'avons, puisqu'il est là, puisque c'est lui qui supporte notre vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Contenter l'intelligence n'est pas difficile. Contenter notre esprit n'est pas non plus trop difficile. Contenter notre corps, il semble que cela nous humilie. Lui seul connaît cependant une éblouissante science. Ai-je trouvé la joie ? Non. Ce qu'on a appelé pessimisme dans mon livre n'est que franchise. J'ai trouvé ma joie. Et c'est terriblement autre chose. Mêlé au magma panique, et encore plus intimement que ce que j'ai pu le dire, j'ai participé à toutes les vies. Je me suis véritablement senti sans frontières. Je suis mélangé d'arbres, de bêtes et d'éléments. Et les arbres, les bêtes et les éléments qui m'entourent sont faits de moi-même autant que d'eux-mêmes. J'ai trouvé pour moi une joie corporelle et spirituelle immense. Tout me porte, tout me soutient, tout m'entraîne. Les fleurs du printemps entrent en moi avec de longues racines blanches, pleines de jus sucré. Les odeurs me sont d'une exquise solidité. Les orages, le vent, la pluie, les ciels parcourus de nuages éblouissants. Je n'en jouis plus comme un homme, mais je suis l'orage, le vent, la pluie, le ciel. Et je jouis du monde avec leur sensualité monstrueuse. Et je peux affirmer, contrairement à ce qu'on a dit,
que la matière ne désespère pas. Elle ne promet rien, elle affirme. Elle ne vous fera pas peindre sur les murs l'aile douce des anges annonciateurs, ni le visage enfantin de la Vierge, ni l'enfant qu'elle porte dans ses bras, maintenant sorti d'elle, mais toujours dévorant, planté dans elle comme une touffe de gui dans lieuse. Elle ne vous cache pas la mort par des murmures de génie, elle nous la présente à tous les pas, elle nous l'offre. Elle nous en caresse, elle en fait non plus une injustice, mais une justice, une sorte de connaissance totale. Quand on participe profondément aux joies du monde, on attend cette connaissance totale avec joie. On accepte de voir ceux qu'on aime poursuivre ainsi leur destinée. Les joies de la matière nous obligent à l'espoir. Les formes de société dans lesquelles nous avons vécu jusqu'à maintenant ont installé sur la terre le malheur des corps. Qui, dans la société moderne, peut avoir assez de liberté pour connaître le monde ? Des hommes existent qui ne savent pas ce qu'est un arbre, une feuille, une herbe, le vent de printemps, le galop d'un cheval, le pas des bœufs, l'illumination du ciel. Les plus libres même dédaignent la véritable science et passent leur vie à jouer avec des spéculations métaphysiques. Les gloires jaillissent autour d'eux comme des arcs-en-ciel, ils s'enferment, ils se retirent d'un monde que leur mission est d'habiter. « 70% des travailleurs n'ont jamais eu de repos, n'ont jamais eu le temps de regarder un arbre en fleurs, ne connaissent pas le printemps dans les collines. Ils produisent des objets manufacturés. 40% des objets qu'ils fabriquent ainsi, sans arrêt, sont sans signification dans la vie humaine. 53% des objets fabriqués qui peuvent aider la vie restent dans les entrepôts, ne sont pas achetés, sont détruits, redeviennent de la matière qu'on redonne à l'ouvrier qui refait l'objet, qu'on redétruit. L'ouvrier est le seul qui habite totalement dans la planète de la misère et du malheur des corps. Sur 100 ouvriers entrant aux hôpitaux, les médecins qui les examinent ne peuvent plus reconnaître le corps d'un homme à 47 d'entre eux. Les poumons sont devenus quelque chose qui jusqu'à présent n'avait plus de nom, une sorte de monstre anatomique. Mais il y a tant de ces monstres qu'on a été obligé d'inventer un nom. C'est le poumon usine. Sur ce 43, je ne sais pas comment dire, disons hommes quand même. Sur ces 43 hommes, il n'y a plus rien de vrai. Ni cœur, ni sang, ni vue, ni odorat, ni goût. Ce sont les nouveaux habitants de la nouvelle planète de la misère et du malheur des corps. Les bêtes sauvages sont admirables. Un renard saute 2 mètres de hauteur tant qu'il veut. Le cœur d'un oiseau est une merveille. Le poumon des canards sauvages est une joie et une richesse formidable pour le canard. La société construite sur l'argent détruit les récoltes, détruit les bêtes, détruit les hommes, détruit la joie, détruit le monde véritable, détruit la paix, détruit les vraies richesses. Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, maintenant, pour cette vie. Vous ne devez plus obéir à la folie de l'argent. Quand le soir vient, je monte du côté de Belleville. À l'angle de la rue de Belleville et de la rue déserte, blême et tordue dans laquelle se trouve la Bellevilloise, je connais un petit restaurant où je prends mon repas du soir. Je vais à pied.
Je me sens tout dépaysé par la dureté du trottoir et le balancement des hanches qu'il faut avoir pour éviter ceux qui vous frôlent. Je marche vite et je dépasse les gens qui vont dans ma direction. Mais quand je les ai dépassés, je ne sais plus que faire, ni pourquoi je les ai dépassés, car c'est exactement la même foule, la même gêne, les mêmes gens à toujours dépasser sans jamais trouver devant moi d'espace libre. Alors, je romps mon pas et je reste nonchalant dans la foule. Mais ce qui en vient d'elle à moi n'est pas sympathique. Je suis en présence d'une anonyme création des forces déséquilibrées de l'homme. Cette foule n'est emportée par rien d'unanime. Elle est un conglomérat de 1000 soucis, de peines, de joie, de fatigue, de désirs extrêmement personnels. Ce n'est pas un corps organisé, c'est un entassement. Il ne peut y avoir aucune amitié entre elles collective et moi. Il ne peut y avoir d'amitié qu'entre des parties d'elles-mêmes et moi, des morceaux de cette foule, des hommes ou des femmes. Mais alors, j'ai avantage à les rencontrer seuls. Et cette foule est là seulement pour me gêner. Le premier geste qu'on aurait si on rencontrait un ami serait de le tirer de là, jusqu'à la rive, jusqu'à la terrasse du café, l'encoignure de porte, pour avoir enfin la joie de véritablement le rencontrer. Elle est comme une solitude, mais elle est une solitude qui ne vous appartient pas, inféconde, une solitude qui est séparation, et non pas union du meilleur de l'esprit à travers les distances. Une solitude qui n'est pas harmonie et divin concert, mais le silence total de l'âme par étouffement. Et tout ce qu'on a dit sur la poésie et le pittoresque de cette foule n'est que battement de flanc et baliverne. C'est comme la chanson de cet ouvrier de la carrière de grès, là-haut, dans la montagne, ce soir qu'il est saoul. Il chante la Tosca, mais avant-hier, il était couché dans le grand pré, dessous le col de Biache, et il imitait le chant des cailles, et les cailles s'y trompaient. Faisons le compte de tous ces gens-là qui m'entourent, m'emportent, me heurtent et me poussent, de cette foule parisienne qui coule, me contenant sur les trottoirs devant la Samaritaine, combien serait capable de recommencer les gestes essentiels de la vie s'il se trouvait demain à l'aube dans un monde nu? Qui saurait orienter son foyer de plein air et faire du feu? Qui saurait reconnaître et trier parmi les plantes vénéneuses les nourricières comme l'épinard sauvage, la carotte sauvage, le navet des montagnes, le chou des pâturages? Qui saurait tisser l'étoffe? Qui saurait trouver les sucs pour faire le cuir? Qui saurait écorcher un chevreau? Qui saurait tanner la peau? Qui saurait vivre? Ah! C'est maintenant que le mot désigne enfin la chose. Je vois ce qu'ils savent faire. Ils savent prendre l'autobus et le métro. Ils savent arrêter un taxi, traverser une rue, commander un garçon de café. Ils le font là, autour de moi, avec une aisance qui me déconcerte et m'effraie. Je suis effrayé, comme je l'ai été au zoo de Berlin, devant la cage du gorille, quand j'ai vu la bête s'asseoir sur une chaise en face d'une table et attendre sa pâtée. « Comme un monsieur !» dit quelqu'un qui m'accompagnait. Je suis l'habitant de tous ces bosquets, ces prés, ces champs de vignes, ces éteules d'avoine, d'orge et de froment. J'habite tous les chemins et toutes les haies des chemins. Partout, c'est mon pays.
Et je suis partout chez moi, avec vous, où que ce soit, dans l'entrelacement de tous les fleuves, de toutes les rivières et de tous les ruisseaux du monde, sur le passage de ces larges routes qui emportent les eaux, les graviers, les limons, les graines, les hommes et les grandes civilisations paysannes. Et depuis qu'il en passe, ça a usé les montagnes. À tous les carrefours des vallées, aux estuaires et dans les deltas où l'affinement de la race a produit ces hommes translucides comme de la porcelaine, sur les plages où l'esprit montagnard et paysan est devenu l'esprit marin. Mais c'est la même chose. Partout où s'organise le défoncement, le bouleversement des fausses richesses. Et les plus rusés ne s'en aperçoivent pas, comme on défonce la jachère, on arrache le chien-dent, on le laisse mourir pour le peigner après, tout mort qu'il est, avec une herse de fer. On l'entasse et on le brûle. Partout dans ces endroits-là, je suis chez moi. Et vous me reconnaissez pour l'un des vôtres, habitant de ces terres, puisque tout de suite, vous m'aidez de votre large intelligence immobile. Je n'ai plus à débattre avec une intelligence de l'au-delà du monde véritable, s'attachant à m'expliquer l'inexplicable. Si bien que plus on va loin, plus on recule. À votre manière, je combats l'angoisse humaine avec des armes pures. Votre compagnonnage est une solitude féconde. Vous êtes instruits des véritables raisons de la joie. Si nous ne l'avons pas encore,